Un des buts de l'industrie chimique, c'est de synthétiser des espèces chimiques, c'est-à-dire fabriquer artificiellement des molécules qui existent déjà dans la nature. Alors, par exemple, le matin, le petit déjeuner s'accompagne d'un bon petit yaourt. Alors, ce yaourt, on lit dessus yaourt aux fruits avec arôme artificiel de citron. Bon, qu'est-ce que ça veut dire arôme artificiel de citron? Bien, dans la nature, la molécule qui donne ce goût citronné, elle a été bien déterminée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la fabrique au laboratoire, on la synthétise au laboratoire. Ensuite, panne d'électricité, on est plongé dans le noir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son briquet. Ce briquet, il est fabriqué à partir de plastique. Le plastique, c'est ce qu'on appelle un polymère, c'est une macromolécule. Donc, cette macromolécule, on la tire de quoi? Eh bien, on la tire du pétrole. On la fabrique à partir du pétrole. Elle est synthétisée à partir du pétrole. Bien, ensuite, après une bonne soirée, on a mal à la tête, donc on prend un cachet d'aspirine. Ce cachet d'aspirine, son principe actif, c'est l'acide acétylsalicylique. C'est une molécule qui provient du saule, qui est un arbre, comme vous le savez. Donc cette molécule, elle serait difficilement extraite du saule, ça coûte très cher, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la fabrique artificiellement au laboratoire, c'est-à-dire on la synthétise. Alors avant de voir ces différentes étapes, on rappelle la définition de la synthèse. Donc on appelle synthèse la préparation d'une espèce chimique à partir d'autres espèces chimiques. Alors quels sont les différents types d'industries chimiques qui synthétisent des produits? Eh bien, on en distingue trois types. La chimie fine ou chimie de spécialité, qui est une division de l'industrie chimique qui synthétise des produits répondant à des besoins très spécifiques et de faibles volumes de production. Par exemple, fabrication de pigments, d'arômes, de cosmétiques. Deuxième type, la pharmacie. Environ 30% des principes actifs des médicaments sont issus de la nature, mais il est parfois coûteux de les extraire. On les synthétise en laboratoire. Un petit exemple, il faudrait abattre 200 saules par heure pour répondre aux besoins d'aspirine dans le monde. Vous voyez bien que ce serait une catastrophe écologique. Dernier type, ce qu'on appelle la chimie lourde, qui fabrique des produits de base comme la soude, le dichlore, l'acide chlorhydrique et les monomères. Vous verrez sur Wikipédia la définition d'un monomère. Comment réaliser une synthèse? Trois étapes d'une synthèse chimique. Premièrement, la transformation des réactifs en produits. Deuxièmement, le traitement du milieu réactionnel. Il faut éliminer certains réactifs ou produits indésirables. Et troisièmement, identifier les produits obtenus. La transformation des réactifs en produits. Première étape de la synthèse. Dans cette étape, on mélange les réactifs qui sont les espèces chimiques à faire réagir pour obtenir le produit désiré. Il faut choisir les quantités de matière de réactifs à introduire dans le réacteur, ainsi que les conditions expérimentales, température, pression, catalyseur, solvant. On appelle ce montage à reflux car les réactifs et produits qui montent dans cette colonne se recondensent et refluent, c'est-à-dire retournent dans le ballon. L'intérêt de ce montage est de ne pas perdre de réactifs ou produits au cours du chauffage. Autre méthode maintenant de transformation, le montage correspondant à l'hydrodistillation. On place le mélange réactionnel dans un ballon que l'on chauffe. Lors du chauffage, l'eau se vaporise et entraîne les substances odorantes, par exemple l'huile essentielle de lavande. Ces substances vont se recondenser au contact d'un condenseur à eau et elles vont être recueillies ainsi que la phase aqueuse dans un Erlenmeyer. Le distillat que l'on obtient dans l'Erlenmeyer est généralement composé de deux phases non miscibles, une phase organique qui contient l'huile essentielle, par exemple l'huile essentielle de lavande, et une phase aqueuse. Ces deux phases, dans le cas de cet exemple, sont séparées évidemment, elles ont des densités différentes,
La phase supérieure est celle qui a la densité la plus faible, c'est-à-dire celle qui contient l'huile essentielle. Sa densité est de 0,9. La phase aqueuse a une densité de 1, c'est-à-dire une densité identique à celle de l'eau. Je remercie Isabelle Taride d'avoir effectué cette excellente animation. En résumé, au cours d'une hydrodistillation, les réactifs se trouvent en solution aqueuse. Lors du chauffage, les molécules d'eau se vaporisent, entraînant le ou les produits de la réaction vers la tête de la colonne de distillation. Les vapeurs se condensent dans le réfrigérant à eau. On récupère dans l'Erlenmeyer deux phases, une phase organique qui contient les produits à récupérer, une phase aqueuse qu'on doit éliminer. On utilise ce type de montage pour produire des huiles essentielles, comme par exemple l'huile essentielle de rose ou de lavande. Deuxième étape de la synthèse d'une espèce chimique, le traitement du mélange réactionnel. Donc une fois que la réaction est terminée, il faut séparer et purifier le produit qui nous intéresse du reste du mélange réactionnel. Lorsque l'espèce qui nous intéresse est solide, il faut filtrer le mélange obtenu avec un filtre Buchner. Vous mettez le papier filtre, vous mettez votre solide et les liquides à l'intérieur du filtre, vous ouvrez le robinet, une pression inférieure à la pression atmosphérique se crée à l'intérieur de l'Erlenmeyer, ce qui fait que la pression atmosphérique pousse à la fois le liquide et le solide et accélère la filtration. On vient de voir comment extraire un solide qui est présent dans un liquide. Et maintenant, on va voir un deuxième exemple. Eh bien, on a produit par exemple du diode. Ce diode, il est mélangé avec d'autres liquides. On va donc voir comment est-ce qu'on peut extraire ce diode du liquide et éliminer tout le reste qui ne nous intéresse pas. Extraction d'une espèce chimique présente dans un liquide. Cliquez sur l'animation proposée par M. Desarnaud et Mme Taride. Dans cette animation, on montre comment extraire du diode dissous dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Le diode est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau. En présence de ces deux solvants, ils se rassemblent dans le cyclohexane. Il faudra utiliser ce qu'on appelle une ampoule à décanter. Ici, un bécher. On fermera l'ampoule à décanter et on va introduire dans cette ampoule le mélange d'espèces à séparer qui contient ici le diode que l'on veut extraire. On ajoute ensuite le solvant cyclohexane dans lequel la solubilité du diode est beaucoup plus importante. On enlève l'entonnoir, on bouche, on retire l'ampoule à décanter de son support et ensuite on agite et on laisse de temps en temps s'échapper les gaz. Une fois qu'il n'y a plus de gaz, on remplace l'ampoule sur son support et on attend que les liquides non miscibles se séparent par décantation. Une fois que ceci est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à enlever le bouchon de l'ampoule à décanter, ouvrir le robinet et faire couler la solution aqueuse de plus forte densité et on referme le robinet. Le diode dans le cyclohexane peut être alors recueilli dans un récipient propre. Extraction d'une espèce chimique présente dans un liquide. Eh bien, prenons ce cas de figure. Une solution aqueuse contient un composé organique dangereux, par exemple du diode. L'eau est donc impropre à la consommation. On l'extrait en mélangeant la solution aqueuse avec un solvant organique comme le cyclohexane dans une ampoule à décanter. Le composé organique dangereux se solubilise préférentiellement dans le solvant organique et disparaît de la solution aqueuse. On laisse décanter le mélange, la séparation s'effectue, on élimine le solvant organique et on récupère l'eau épurée du constituant de l'espèce chimique dangereuse. Et enfin, troisième étape d'une synthèse, l'identification des produits formés.
On pourra utiliser une chromatographie que vous avez vue dans le chapitre 13. Et on pourra également utiliser les propriétés physiques du produit, et bien simplement son aspect, ses qualités de solubilité, sa température d'ébullition, de fusion, sa densité, etc. pour déterminer sa pureté. Masse volumique. La masse volumique ρ d'une espèce chimique est égale au rapport de sa masse m par le volume V qu'elle occupe. ρ est donc égal à la masse m divisée par le volume V. Les unités égales, la masse en kilogrammes, le volume en mètres cubes, et la masse volumique donc en kilogrammes divisé par des mètres cubes, ce qui nous fait donc des kilogrammes fois mètre puissance moins 3, puisque 1 sur mètre puissance 3 égale, je vous rappelle, mètre puissance moins 3. L'exemple que vous connaissez le plus simple, c'est la masse volumique de l'eau. Elle est égale à 1000 kg par mètre cube. Cela signifie qu'un volume d'un mètre cube d'eau correspond à une masse m égale 1000 kg. Cliquons sur l'animation nous permettant de voir comment mesurer la masse volumique d'un solide. Cette animation est proposée par Monsieur Desarnaud et Madame Taride. Cette animation permet d'expliquer comment mesurer la masse volumique d'un liquide. On met une éprouvette graduée ici sur une balance et on appuie sur le bouton TAR pour mettre à 0 la balance. On verse 50 ml du liquide dont on veut déterminer la masse volumique en évitant les erreurs de parallaxe en mettant son œil au niveau du trait représentant 50 ml. On mesure la masse du liquide, on connaît la masse, on connaît le volume, il suffit de faire le rapport pour avoir la masse volumique. Les unités légales, il faut les respecter, la masse en kilogrammes et le volume en mètres cubes. On aura donc le résultat de la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Qu'appelle-t-on densité d'un corps? Eh bien, c'est tout simplement le rapport de sa masse volumique sur la masse volumique de référence qui est celle de l'eau. Par exemple, cette bille en acier a une masse volumique de 7,8 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, ou 7,8 g par centimètre cube. La masse volumique de l'eau, elle est de 1 g par centimètre cube. Le rapport de 7,8 divisé par 1, ça fait 7,8, sans unité. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un corps qui a une densité plus grande que 1, ou qui a une masse volumique plus grande que celle de l'eau, tout simplement? Eh bien, ce corps, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il tombe au fond de l'eau, il coule. Si par contre, je prends cette pauvre petite feuille que je viens d'arracher de façon un petit peu cruelle et que je la mets dans de l'eau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, elle flotte. Pourquoi flotte-t-elle? Eh bien, parce que sa densité est plus petite que 1, donc sa masse volumique est plus petite que 1 g par centimètre cube ou 1000 kg par mètre cube. Densité petit d d'un corps. La densité petit d d'un corps solide ou liquide est égale au rapport de sa masse volumique ρ sur celle de l'eau. D égale ρ sur ρ de l'eau. Comme tout rapport de même unité, la densité n'a pas d'unité. Exemple, la masse volumique du plomb est ρ du plomb égale 11,3 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Ça veut dire qu'un mètre cube de plomb pèse 11 300 kg. La densité du plomb, dPb, est densité du plomb égale masse volumique du plomb sur masse volumique de l'eau, 11 300 kg par mètre cube sur 1000 kg par mètre cube, ça nous fait bien 11,3. On voit bien que l'unité du numérateur divisée par l'unité du dénominateur égale à 1, ce qui signifie que la densité est bien sans unité. Synthèse chimique et sport, cette dernière partie du cours se fera sous forme d'activité
à partir d'un texte publié par l'Union des industries chimiques sur l'ensemble des synthèses chimiques utilisées dans le sport, notamment dans la production de matériaux pour le kitesurf, le ski, les chaussures ainsi que les rollers. Vous remplirez le tableau suivant, dans lequel figure en première colonne le matériau utilisé, qui est généralement un polymère, qui est fabriqué à partir d'une molécule appelée monomère, qui se répète identique à elle-même un grand nombre de fois. Donc ces matériaux sont le nylon 6,6, le PVC, le polyuréthane, le polyéthylène et le polyamide 4,6. Donc vous remplirez la première colonne, la seconde colonne correspondant à l'objet utilisant ce matériau. Vous chercherez sur internet la formule chimique de ce polymère et quels sont les éléments chimiques entrant dans sa composition. Voici la réponse.